Bonjour à tous. Donc merci d'être venus. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, semble-t-il. Il faut un casque, oui, pour nous entendre. Alors, donc merci à tous d'être venus nous écouter et participer donc à cette conférence sur l'intelligence artificielle au service des collections des musées de France. Donc cette conférence va durer 1 heure. Elle sera organisée en 3 parties. Donc une introduction pour resituer le contexte dans lequel prennent place les projets que nous présenterons donc nos intervenants lors de la conversation qui suivra. Et enfin, le dernier quart d'heure sera consacré à vos questions. Je me dois d'excuser d'ores et déjà l'absence de Marion Charpier, donc la chercheuse du Musée des Arts Décoratifs à l'École nationale des Chartes pour le projet Tornache, que nous présentera donc Camille Héraudy, et qui est malheureusement, voilà, Marion est malheureusement souffrante aujourd'hui et ne peut se joindre à nous comme prévu. Donc avec les collègues qui m'entourent et que je vous présenterai donc en détail à l'issue de cette introduction, nous chercherons à comprendre comment les avancées technologiques de l'IA peuvent concourir à mieux connaître, étudier et partager les collections patrimoniales. Donc tout d'abord quelques mots afin de resituer dans quel cadre prennent place ces projets. Donc, on pourrait définir l'IA comme l'ensemble des technologies informatiques qui reposent sur des algorithmes sophistiqués et sur le calcul intensif de grands ensembles de données et qui sont déployés en s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain. L'IA est déjà très présente dans notre quotidien avec les outils conversationnels, les résumés ou recommandations de nos moteurs de recherche ou encore la prédiction de saisie sur nos smartphones. Néanmoins, les deux disciplines les plus importantes de l'IA, l'apprentissage machine ou machine learning, ou son sous-champ d'étude, l'apprentissage profond ou deep learning, sont des notions encore abstraites pour beaucoup d'entre nous, même si nous envisageons facilement le potentiel d'accélération de certains de nos processus métiers. Donc nos invités nous en diront plus, bien sûr, sur les technologies et les systèmes d'IA qu'ils expertisent au cœur de leurs projets. Si nous entrevoyons bien la puissance de ces technologies, nous comprenons également qu'elles présentent des enjeux importants et multiples, éthiques, scientifiques, sociétaux, environnementaux et j'en passe. La recherche ne peut pas suffire pour développer une IA sûre, responsable et de confiance. Il faut bien sûr s'intéresser à la gouvernance et ainsi réfléchir aux manières de développer, financer, réguler et encadrer l'intelligence artificielle d'une manière qui s'accorde au mieux avec l'intérêt général. Ainsi, depuis presque 10 ans, les différentes instances européennes poursuivent un double objectif: promouvoir l'adoption de l'IA et tenir compte des risques associés à certaines utilisations de cette technologie. Il est demandé aux États de mettre en place des stratégies nationales qui conjuguent ces deux enjeux. Ainsi, en France, la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle s'articule depuis 2017 en 3 phases. La première, de 2018 à 2022, pour renforcer les capacités de recherche. La deuxième, de 2022 à 2024, pour diffuser l'intelligence artificielle dans l'économie. Et enfin, la troisième, qui vient d'être lancée tout récemment et qui est soutenue par le plan France 2030 et s'articulera autour de 4 priorités. Renforcer les infrastructures techniques et la chaîne de valeur de l'IA, former et attirer les talents de l'IA, accélérer ses usages et se donner les moyens de bâtir cette IA de confiance. Alors en quoi l'application de l'IA au domaine culturel et aux métiers patrimoniaux fait-il avancer la réflexion ? Faut-il mettre de l'IA dans la culture ? Faut-il mettre de la culture dans l'IA ? Tout récemment, à travers le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle, la culture a été mise à l'honneur de façon inédite avec l'organisation du week-end culturel où la ministre de la Culture a réaffirmé une conviction forte: l'intelligence artificielle est une opportunité majeure pour la création, la diffusion et la préservation de notre patrimoine. Comme tous les autres ministères, le ministère de la Culture travaille actuellement à la rédaction d'une feuille de route stratégique sur l'IA qui sera publiée d'ici juin 2025 et sera construite selon 4 axes. Promouvoir une IA culturelle responsable, sous-tendue par des principes de protéger la diversité culturelle et linguistique et de lutter contre la désinformation. Garantir un modèle économique équitable qui protège la création et le droit d'auteur et anticiper les mutations des métiers culturels en adaptant la formation.
Mettre l'IA au service de la découvrabilité des collections et de la connaissance, et enfin déployer l'IA au service des usagers et des agents. Cette feuille de route du ministère s'appuiera sur des initiatives déjà nombreuses de ce terrain d'expérimentation particulièrement riche, tant dans les données que dans les usages. Les réalisations dans le domaine culturel, notamment présentées dans le numéro 147 de la revue du ministère de la Culture, Culture et Recherche, consacrée aux relations entre recherche culturelle et intelligence artificielle, montrent bien que les applications et donc les perspectives se multiplient pour encore mieux remplir les missions édictées par le Code du patrimoine. Ainsi, l'identification des collections et leur inventaire réglementaire pourra imaginer se faire à travers la transcription des contenus manuscrits. La recherche de provenance des collections ou la recherche active de biens manquants pourra bénéficier de la confrontation, et bénéficie déjà, de la confrontation des images par similarité. L'étude et la connaissance des collections à travers l'indexation automatique de documents figurés ou non structurés, la constitution de référentiels par la structuration de ces données en s'appuyant sur la sémantisation des vocabulaires afin d'éviter les dérives possibles de ces systèmes. Le déploiement d'outils d'aide à la recherche grand public dans des fonds, notamment d'archives, grâce aux outils conversationnels, ou encore la proposition, mieux connue par nous tous, aux visiteurs, d'outils de médiation numérique interactifs fondés sur l'entraînement des systèmes d'IA sur des données scientifiques certifiées. Une nouvelle dynamique est donc déjà en place. Elle peut être illustrée par plusieurs enjeux. Trouver de nouveaux moyens pour produire des données scientifiques, pour mieux les exploiter et mieux valoriser les collections concernées. Et favoriser aussi, bien sûr, toujours, l'accès au plus grand nombre au savoir scientifique en revisitant les processus de travail classiques liés aux collections publiques. Autant de préoccupations qui animent donc les professionnels du patrimoine et notamment des musées de France. Voici rapidement brossés quelques-uns des enjeux et des points d'intérêt qui se trouvent condensés dans les deux projets que nous présentons aujourd'hui, portés par le Musée national des arts asiatiques Guimet et par le Musée des arts décoratifs, tous deux situés à Paris. L'initiative de ces établissements a été soutenue par le ministère de la Culture pour le projet du musée Guimet par le biais du 4e programme d'investissement d'avenir déployé par la Banque des Territoires et pour le musée des arts décoratifs par le biais du Fonds d'accompagnement à la transformation numérique et à la cybersécurité du service du numérique du ministère. Afin de leur laisser la parole, je vais sans plus attendre vous présenter donc les trois intervenants qui sont à mes côtés et que je remercie vivement de leur participation. Donc, pour le projet TORN-H, dont je dévoile immédiatement la signification du sigle, traitement d'objets par reconnaissance numérique en environnement humain en RAW du Musée des arts décoratifs, j'ai donc le plaisir de vous présenter Camille Héraudy. Donc Camille, vous êtes directrice générale adjointe des arts décoratifs depuis octobre 2023. Après avoir dirigé pendant 4 ans les services de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, on me signale un souci à la régie. Je poursuis, peut-être comme ça c'est mieux. Pardon. Donc vous, Camille, vous pilotez plusieurs grands projets de l'association. Vous avez notamment supervisé le déploiement d'une stratégie numérique pour la connaissance et la valorisation des collections nationales, dont le Musée des arts décoratifs et le Musée Nissim d'Okamando ont la garde. Vous êtes épaulée sur ce projet donc, par Marion Charpier, absente malheureusement aujourd'hui, mais qui est chercheuse donc, à l'École nationale des chartes sur ce projet et en intelligence artificielle. Pour le projet Icaria du musée Guimet, j'ai le plaisir de vous présenter Édouard de Saint-Tour. Édouard, vous êtes conservateur des collections photographiques au musée Guimet. Vous êtes docteur en histoire de l'art à l'université de Saint-Andrews et en histoire contemporaine, université Le Havre-Normandie. Et vous êtes spécialiste des développements de la photographie en Asie au XIXe siècle. Vous êtes accompagné sur le projet Icaria par Christopher Kermorvan. Christopher, vous êtes président et directeur scientifique de la société Teclia, expert en intelligence artificielle appliquée à l'analyse de documents historiques et culturels, ingénieur en informatique, docteur en intelligence artificielle. Vous avez mené des recherches à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et à l'Université de Montréal.
Après avoir dirigé une équipe sur la reconnaissance de l'écriture manuscrite, vous avez fondé la société Teclia en 2015 avec pour but de développer des solutions d'IA pour la reconnaissance et l'exploration des documents au sein des bibliothèques, archives et musées. Nous allons donc, grâce à vous trois, tenter de comprendre comment vous déployez des solutions innovantes afin de répondre aux besoins communs de vos deux institutions, à savoir empoigner une collection massive d'œuvres graphiques de façon scientifique et respectueuse du Code du patrimoine et de la propriété intellectuelle, en s'appuyant sur ces fameuses avancées technologiques de l'intelligence artificielle. Donc, afin que nous puissions passer au plus vite à des questions de fond, j'aimerais vous entendre, chacun en fonction de la spécificité de votre profil professionnel, sur les grandes lignes de chaque projet. Donc, Camille, pour le projet Tornache, si vous voulez bien nous présenter la stratégie d'établissement et dans quelle stratégie finalement ça s'inscrit, ce projet Tornache s'inscrit-il? Merci beaucoup Karine, merci à tous. Effectivement, pour vous parler du projet Tornache et du lien avec les arts décoratifs, je fais un petit détour vers l'identité de l'institution parce que ce projet vraiment répond à l'identité de l'institution et aux enjeux spécifiques à ces collections. Donc, les arts décoratifs, c'est une association qui a été fondée au tournant du XXe siècle par des collectionneurs, des décorateurs, des amateurs de décoration d'intérieur qui ont versé au musée des dons de corpus très conséquents en volume et qui, pour certains créateurs, constituent l'intégralité des dessins préparatoires et des documents associés à ces créateurs. C'est le cas des deux fonds que nous avons choisis pour tenter ce projet autour de l'IA. Pour ceux qui connaissent, les collections sont aussi caractérisées par certains supports qui favorisent des entrées thématiques. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les albums massiers, qui sont des albums d'images qui vont rassembler des dessins, des photographies, des imprimés avec des entrées thématiques. Donc fleurs, oiseaux, japonisme, c'est une manière différente quelque part d'aborder les collections. Et en tout, les arts décoratifs ont la garde de plus de 1 400 000 œuvres. Et donc, vous voyez qu'avec une telle volumétrie d'œuvres, cela nous pose un certain nombre d'enjeux au plan du chantier des collections. Et le projet IA est venu aussi du constat qu'il nous faudrait plus de 650 ans pour arriver au bout de l'inventaire de l'ensemble de ces collections, d'où l'idée de se tourner vers la technologie pour essayer de nous assister dans cette mission. Un dernier mot pour répondre aux images que vous voyez sur l'écran. Donc vous avez d'une part une photographie du fond en RAW, qui est le fond de photographie sur lequel nous allons travailler grâce à l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'on est sur des supports fragiles, puisqu'il s'agit pour la plupart de bobines. Donc le projet répond aussi à un enjeu vraiment de préservation d'une partie des fonds. Et l'image de gauche vous présente un dessin de ce qui est désormais une salle ouverte au public que je vous invite à venir découvrir au 5e étage du musée, qui est notre nouveau cabinet des dessins papier peint et photographie, qui va nous permettre à la fois de conserver les œuvres dans des conditions optimales, mais également de les présenter. Donc vraiment, l'objet de ce projet autour de l'intelligence artificielle est venu se greffer à un autre projet, lui tout à fait physique et classique, qui consistait à proposer au public un nouveau lieu de découverte de ces collections. Donc je vous le disais, le projet est vraiment très ancré dans l'identité de l'institution parce que nous avons historiquement constitué nos collections à travers des dons de corpus de la part de créateurs. Et vous voyez à gauche des images du fonds Jean Royer, qui est donc ce designer de l'avant-garde des années 50 qui nous a confié l'intégralité de ses dessins, gouaches et calques préparatoires qui sont aujourd'hui conservés au musée, qui représentent plus de 18 000 entrées et qui malheureusement ne sont pas dans leur intégralité inventoriées, d'où la nécessité pour simplifier la navigation dans le fond de se tourner vers la technologie. Le projet, au-delà de cette ambition autour de la connaissance des collections et de le compagnonnage avec les métiers de base de la conservation, se tourne aussi vers le grand public, puisque notre ambition, c'est d'offrir à travers l'intelligence artificielle un portail vers nos collections qui soit plus ample que la vision que nous offrons aujourd'hui, qui est vraiment axée sur la base de données des collections, et donc pouvoir offrir en consultation des images de nos collections avec des systèmes de recherche assistés par intelligence artificielle qui donnent accès aux œuvres quand bien même elles ne sont pas encore inventoriées. Si on peut peut-être... Donc le projet vraiment s'ancre dans les missions scientifiques du musée, celles qui sont
propre à la conservation des collections nationales et donc commune à un certain nombre de nos homologues musées de France. Je vous ai dit un mot du fond de la collection Jean Royer, donc 18 000 dessins, gouaches et quelques préparatoires. Vous avez ici 2 visuels de l'autre fond sur lequel nous travaillons, qui est le fond du photographe Paul Henrault, qui est un photographe d'architecture moderne et contemporaine, d'architecture d'intérieur et extérieur, qui est relativement méconnu aujourd'hui, mais qui avait parmi ses commanditaires des noms d'artistes tout à fait reconnus comme Le Corbusier ou Jean Prouvé. Et nous conservons donc les 12 500 bobines que représente ce fonds, ce qui représente à peu près 430 000 vues, et fonds relativement unique puisque seulement quelques autres négatifs sont conservés ailleurs que dans les collections du musée, avec là encore des enjeux liés à l'IA et des usages possibles particuliers sur ce fonds, notamment autour par exemple de l'identification ou la géolocalisation des monuments qui sont représentés dans les photographies. Voilà, un mot peut-être sur nos ambitions vis-à-vis des usages que l'on peut envisager de l'IA sur ces différents fonds. Donc nous avons tenté un premier protocole, surtout sur le fonds Jean Royer, qui a été le premier que nous avons, sur lequel nous avons expérimenté historiquement, en essayant de passer sur ce fonds des modèles de détection, donc de computer vision, qui nous permettent d'obtenir des annotations en ayant préalablement supervisé les modèles pour qu'ils soient capables d'utiliser une ontologie de 23 termes spécifiques à Jean Royer, donc par exemple le fauteuil œuf ou encore les motifs croisillons qui ont une signification particulière dans le cadre de la création propre à ce designer, et donc tenter de détecter dans les différentes œuvres graphiques qui constituent ce fonds les différents items pour pouvoir y reconnaître les différents mobiliers qui ont été dessinés par Jean Royer. On arrive à certaines limites dans l'utilisation de ces modèles supervisés et par ailleurs sont apparus des modèles des LLM qui permettent d'envisager d'autres types d'usages, et c'est ce deuxième type d'usage qu'on va tester sur le fonds Henrault avec l'idée de, cette fois-ci, utiliser des modèles comme Clip ou Florence 2 pour permettre par similarité d'usage d'autres typologies de navigation dans le fond sans avoir un protocole de supervision préalable des modèles. Voilà. Peut-être un dernier mot sur les cas d'usage que l'on envisage sur ces différents fonds. Il y a un usage très immédiat qui est une aide à l'indexation, avec l'idée de générer grâce à l'intelligence artificielle des métadonnées qui puissent être rattachées aux œuvres et qui permettent des descriptions sommaires du contenu des différentes images, que ce soit des dessins ou des photographies, et d'y attribuer des mots-clés pour ensuite faciliter la recherche dans les fonds. D'autres cas d'usage ont plutôt trait à l'exploration visuelle des collections, et notamment en utilisant des modèles qui permettent des reconnaissances par similarité visuelle, et donc de rapprocher des pans de collection avec d'autres pans de collection qui, ceux-ci, ont pu faire l'objet d'un inventaire plus complet. Merci beaucoup Camille. Donc, pour le projet Icaria, Édouard, pouvez-vous nous présenter les enjeux scientifiques qui sous-tendent ce projet ? Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le projet Icaria a démarré d'un constat qui est heureux, c'est que le musée Guimet a des collections de photographies assez remarquables et importantes par le volume. On a presque 600 000 phototypes dans les fonds du musée Guimet. Et aussi par la variété de ce que ces fonds représentent, puisqu'ils couvrent toute l'Asie où le bouddhisme est passé, donc ça va de l'Afghanistan au Japon, et des années 1850 à aujourd'hui, puisque nous avons aussi un fonds de photographie contemporaine. Et dans ces collections, il y avait un fonds en particulier qui était d'une richesse assez évidente, mais qui avait été peu étudié et peu sollicité jusqu'ici. C'est cette collection du bois que vous voyez à l'écran, qui a été collecté par un collectionneur privé, le docteur Joseph Dubois, à partir des années 1970, qui était passionné de Japon ancien et de photographie ancienne du Japon. Plus spécifiquement, les périodes Bakumatsu et Meiji, c'est-à-dire entre 1853 et 1912, et qui a acheté pendant des décennies tout ce qu'il trouvait correspondant à ses critères.
d'albums les plus modestes, reliés dans des couvertures de tissu, aux plus luxueux, qui sont parfois ornés de nacre et d'ivoire. Et en passant par des photographies individuelles et toutes sortes d'objets photographiques aussi sur verre et tout type de support. Cette collection du bois, elle comprend à peu près 17 000 photographies, sans compter la bibliothèque illustrée qui rajoute à cela à peu près 2000 phototypes. Et elle a été acquise par le musée Guimet entre 2007 et 2009, grâce au Fonds du patrimoine notamment, qui a soutenu l'acquisition. Mais depuis 15 ans, elle avait été étudiée seulement en partie du fait de son état de conservation, qui laissait à désirer dans certains cas, et du travail qu'il y avait à faire pour traiter, pour restaurer, numériser tout le fonds. Donc une quarantaine d'albums avaient été déjà numérisés. Et le fonds, néanmoins, avait été déjà étudié par un chercheur indépendant du nom de Claude Estèbe, qui a travaillé pour le musée pendant plusieurs années en indépendant, et qui a fait un travail remarquable de description des photographies par mots-clés, en fait, et d'attribution, dans la mesure du possible, à différents auteurs, de datation, etc. Donc, on a constaté au musée Guimet que nous avions un fonds exceptionnel, un jeu de données assez riche, déjà, et inspiré par d'autres projets un peu pionniers utilisant l'IA pour les images patrimoniales, nous sommes proposés de candidater à un appel à projet de France 2030 pour la numérisation du patrimoine et de rechercher un partenaire technologique pour monter un projet dans lequel la richesse du fonds et le jeu de données pourraient être exploités à leur juste valeur et peut-être contribuer au développement des technologies numériques pour le patrimoine. Donc nous nous sommes associés avec Teclia, dont Christopher est le président et fondateur, en 2023. Puisque nous avons eu la chance d'être lauréats de France 2030 et le projet a commencé en octobre 2023 pour 3 ans. Alors les objectifs du projet, si je me concentre sur les objectifs scientifiques pour laisser ensuite la parole à Christopher, c'est essentiellement d'enrichir les connaissances sur les débuts de la photographie au Japon, il fallait résumer le plus simplement possible. Mais aussi, au-delà des enjeux scientifiques, il y a un enjeu évidemment de médiation et de politique des publics pour le musée Guimet, qui est de rendre accessible cette collection le plus largement possible à toute personne que ça pourrait intéresser. Ça va des chercheurs au grand public en fait. Et cette mise en accès de ces fonds, elle passe par le numérique évidemment, mais elle se déploie aussi, je l'espère, sous forme d'exposition et d'autres propositions. Donc nous allons rentrer un peu plus dans les détails des projets ensuite, mais donc je laisse la parole à Christopher. Et je dirais juste une dernière chose qui est très important en fait, que j'aurais dû dire au départ, mais ces technologies de description automatique d'images sont particulièrement précieuses pour la photographie, puisque la photographie par nature est un médium de masse en fait, qui se produit dans des quantités énormes déjà au XIXe siècle. Le fond du bois, qui représente donc un peu moins de 20 000 photographies si on inclut les livres, c'est un corpus modeste en fait, c'est une sorte d'échantillon, mais il faut savoir que dans les collections et dans les archives, on trouve des collections photographiques énormes, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de phototypes, comme au musée Niepce par exemple, ou à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Et donc l'enjeu de description automatique de ces images est vraiment clé en fait pour avancer et pour avoir plus de ressources pour la recherche. Voilà. Merci Edouard. Christopher, vous voulez bien nous présenter justement peut-être ce paradoxe de travailler sur un petit corpus, même s'il est remarquable par son intérêt patrimonial. Voilà, on a plus l'habitude, entre guillemets, de projets d'IA qui se développent sur des grands ensembles de données. Voilà. Est-ce que vous pouvez en même temps nous parler de la façon dont vous travaillez avec le musée Guimet et justement de ce paradoxe, comment vous y avez trouvé un intérêt finalement? Oui, tout à fait, merci. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal. On parle de quantité de données énormes, de modèles capables de faire des choses très diverses. Si on compare en fait les modèles que nous on veut utiliser et les modèles que vous pouvez utiliser sur lesquels il y a beaucoup de communication pour le grand public, nous notre objectif c'est pas nécessairement d'avoir un modèle qui est capable de tout faire. Donc à la fois reconnaître de la parole, faire de la traduction, organiser votre voyage. C'est plutôt de développer des modèles qui sont utiles pour des experts et dans un domaine très particulier qui est le domaine culturel et patrimonial.
Donc en fait, ce paradoxe entre avoir des quantités de données énormes et travailler nous sur un corpus très ciblé, en fait, il découle juste du fait que nous, on va avoir des objectifs très spécifiques qui ne sont pas généraux. On va vouloir apporter des informations très particulières à des spécialistes, et donc on est vraiment dans un objectif qui est complètement différent des modèles grand public. Alors, du coup, ça nous pose une question du point de vue méthodologie. C'est qu'on a des modèles grand public qui sont développés et qui sont très puissants. Tout le monde s'extasie devant leurs performances qui sont vraiment exceptionnelles. Mais on peut être sceptique en se disant est-ce qu'ils sont capables d'analyser un fond de photographie japonaise du 19e siècle? En fait, la réponse est les modèles sont capables de faire quelque chose. Donc, il y a ce qu'on pourrait appeler des bénéfices immédiats à utiliser ces modèles. C'est par exemple, ils sont capables de faire de l'analyse du contenu des photographies. Et ce que je vous montre ici, c'est un moteur de recherche ou en langage naturel. C'est-à-dire que vous posez une requête. Voilà, je cherche des femmes qui jouent de la musique dans ma collection. Et le moteur est capable d'aller regarder le contenu de toutes les images et de vous rapporter les images qui correspondent à votre description. Et vous pouvez combiner des termes en disant ah bah, je veux des photographies avec le mont Fuji et des fleurs jaunes. Et vous allez trouver des choses comme ça aussi extraordinaires. Donc ça, c'est possible parce qu'en fait, les modèles sont entraînés sur des quantités énormes de données et ils arrivent à comprendre globalement ce qui se passe à l'intérieur des photographies. Donc ça, c'est l'aspect moteur de recherche. C'est quelque chose qui sera assez facilement utilisable et qui est déjà en ligne. Si vous allez sur le site icaria.org, en fait, vous pouvez déjà tester ces aspects de recherche dans le fond. Ensuite, un peu un produit dérivé de ces moteurs de recherche, du fait que les modèles sont capables de comprendre le contenu, c'est qu'on peut faire de la recherche par similarité. Vous pouvez retrouver, par exemple, là, toutes les instances de la même photographie qui a été reprise dans différents albums. Et ça, on commence à s'approcher un peu des questions qui intéressent plus les chercheurs en histoire de la photographie au Japon, puisqu'on sait que les fonds photographiques des studios sont réutilisés dans différents albums, sont vendus, sont rachetés. Donc on a une circulation de ces photographies et là on commence déjà à utiliser ces modèles avec des objectifs scientifiques. Donc c'est la première idée de rechercher des photographies similaires. On peut passer à la suivante. Mais on peut aller plus loin et là on commence vraiment à toucher des spécificités où on a besoin de modèles qui comprennent vraiment le fond. On peut essayer de faire de la géolocalisation, c'est-à-dire dire où se trouve cette photographie. Alors là on va utiliser des informations qui sont un peu plus, pas uniquement le fond de la photographie, enfin, le contenu, mais on peut utiliser aussi le contexte, on peut utiliser des métadonnées, des inscriptions manuscrites, imprimées sur la photographie, autour de la photographie, ou des métadonnées qui ont été données par des experts, mais qui en fait sont trop peu précises pour faire une géolocalisation automatique sur une carte. Et là, on voit qu'en fait, on commence à arriver sur l'enrichissement. Et ça, c'est vraiment notre objectif, c'est que les modèles soient des outils qui permettent aux chercheurs en fait, d'enrichir ce qu'il a pu apporter et d'avoir une nouvelle visualisation, par exemple sous forme de carte, en ayant une géolocalisation précise, en comprenant le contexte. Et puis, on peut aller encore plus loin, on peut demander à la machine d'aller rechercher dans le contenu des objets qui intéressent vraiment le chercheur. Alors là, ce n'est pas un objet très précis, puisque j'ai demandé juste à extraire le nombre de personnes sur les photographies. On peut commencer déjà à faire des statistiques en disant, voilà, est-ce qu'on a quand même des personnes dans les vues de paysages? Comment sont organisées les scènes, ce qu'on appelait les scènes de genre? Ça, c'est sur des objets assez simples, mais si on veut identifier des objets beaucoup plus précis, les instruments de musique, les instruments de la cérémonie du thé, là, il va falloir avoir des modèles sans doute beaucoup plus pertinents, en tout cas sur un corpus spécifique. Merci beaucoup. Christopher, est-ce que vous pouvez nous préciser justement par rapport aux données sur lesquelles repose le projet Icaria, dans quel cadre vous travaillez? Est-ce qu'il y avait des données qui préexistaient? Édouard en a un petit peu parlé. Quelles sont les données produites? Comment tout cela est mis en musique au final? Oui, tout à fait. On a de la chance en fait d'avoir une prénumérisation, ce qu'on va appeler une prénumérisation du corpus. Donc on a déjà les 20 000 photos. Donc on peut déjà commencer à travailler. Elles ne sont pas en qualité professionnelle, enfin en tout cas qualité de conservation. Mais de toute façon, ce n'est pas très gênant pour l'IA parce que généralement, les modèles d'intelligence artificielle commencent par réduire la taille de la photo. Donc si vous avez une photographie en très haute définition, ça ne sert à rien en fait pour les modèles. Donc on a pu commencer à travailler avec ça. Et d'autre part, comme le disait Édouard, il y a déjà eu une étude sur ce fond. Donc on a déjà une indexation par mots-clés, une description qui est déjà assez importante. Donc en fait, ces données qui préexistent sont intéressantes parce que nous, on peut comparer ce que la machine prédit par rapport à une vérité ou en tout cas une interprétation qui a déjà été faite par un expert.
Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut voir que peut apporter la machine pour compléter ces données, puisque notre objectif, ça va être d'augmenter la quantité de métadonnées pour pouvoir compléter tout ce qui est disponible à la fois pour le grand public et pour les chercheurs. Merci. Et par là même, ça pose la question de l'investissement, de l'implication des personnels scientifiques du musée. Comment vous les avez associés, Édouard? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en plusieurs temps? Est-ce que c'est contemporain des recherches de Teclia? Oui, tout à fait. Alors, il se trouve que le préalable à ce projet, c'était aussi de restaurer cette collection en intégralité et de la faire numériser entièrement par un prestataire de numérisation professionnel, puisqu'on avait déjà un corpus d'images que Teclia a pu mobiliser, mais ces images ne sont pas publiables, on ne peut pas les mettre en ligne, elles n'ont pas été prises avec une mire colorimétrique, ce n'est pas de la haute définition, etc. Donc en fait, en parallèle du travail qui est fait par Teclia, le fonds lui-même voyage entre l'atelier de la restauratrice, les locaux du prestataire numérisation, qui indexe aussi des métadonnées matérielles, c'est-à-dire qui ne décrit pas ce qu'il y a dans les images, puisque justement on veut utiliser les modèles pour faire ça, mais qui va décrire le format du tirage, les techniques utilisées, les pigments, s'ils existent ou non, etc. Et toutes ces données qui seront générées par le prestataire, donc les images haute définition, les métadonnées matérielles, les métadonnées de description que nous avons déjà grâce aux recherches qui ont été faites auparavant, et les métadonnées nouvelles qui vont être produites par les modèles identifiés par Teclia, toutes ces données-là, en fait, viendront enrichir aussi notre base de gestion interne des collections. Donc mes collègues de la documentation des collections sont impliqués dans le projet dès le départ. Un exemple, c'est que le tableau d'indexation qu'on a fourni aux prestataires de numérisation est un fichier pivot en fait, qui est importable directement sur notre base de données des collections, ce qui est assez évident, ça aurait été dommage de rater ça. Et les données aussi que nous pourrons récolter grâce au modèle seront également importées dans notre base. Alors on utilise un logiciel qui s'appelle Flora, qui est développé par Decalog. Et qui est un logiciel assez ergonomique, assez résilient, donc ce ne sera pas très compliqué d'importer les nouvelles données. Voilà. Merci. Donc on voit bien qu'il y a une part, un investissement humain, bien sûr, dans ces projets d'intelligence artificielle pour la préparation des données, pour le contrôle scientifique qui est opéré, bien sûr, à l'issue, et en même temps, pour également avancer dans le projet en sans doute réajustant certains objectifs ou le déroulement. Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment au Musée des Arts Décoratifs se fait cette sensibilisation de vos personnels scientifiques ou autres d'ailleurs? Alors, vous l'avez compris, déjà, le projet en lui-même, il est vraiment très axé autour des cas d'usage tels qu'ils ont été exprimés par le personnel scientifique. On s'est vraiment centré sur un projet d'IA dont le cœur de projet est l'aide à l'inventaire et à la description et à la connaissance des collections. Et le fait de conduire le projet sur le mode d'un projet de recherche, c'est-à-dire avec une chercheuse associée qui du coup est en immersion dans nos murs, nous a permis aussi d'envisager ce projet-là comme un projet au long cours, très itératif, avec l'idée de développer des prototypes qui soient tout de suite appréhendables par le personnel scientifique et qu'on puisse avoir un jeu d'aller-retour assez fluide pour à la fois déterminer la qualité des jeux de données, vérifier le contenu des métadonnées générées par les modèles. Et on a aussi souhaité que ce projet soit l'occasion d'une forme de partage et de montée en compétences et en connaissances générales autour de l'IA des personnels scientifiques du musée. Et Marion s'est prêtée à l'exercice en nous proposant des formats de séminaires internes ou de conférences pour nous expliquer vraiment les tenants aboutissants de la manière dont les modèles fonctionnaient, la façon dont il convenait d'appréhender les données générées, etc. On va poursuivre cette démarche dans le cadre du projet Enro, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'avoir parallèlement à la partie vraiment très technique du projet, un protocole aussi assez défini sur la manière dont Marion va aller interroger les conservateurs et les équipes scientifiques autour des usages qu'ils identifient comme étant prioritaires de l'IA et la manière dont ils souhaiteraient appréhender la qualité des données produites et les confronter à la réalité de leur appréhension scientifique. Donc il y a vraiment ce jeu d'aller-retour et d'acculturation un peu générale des personnels du musée, et le fait de conduire le projet de recherche, le projet dans le cadre d'un projet de recherche permet aussi d'avoir cette
cette fluidité quotidienne d'interaction. Absolument, donc on voit bien une conduite de projet recherche. Ne posez pas tout de suite votre micro, Camille. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer s'il y a une vigilance, voilà, parce qu'on sait que parfois, et bien légitimement, l'IA qui est nouvelle dans nos processus incite à certaines méfiances. Est-ce que c'est quelque chose qui, bien sûr, vous avez dû traiter dans le cadre de ce projet? Comment vous l'avez abordé par rapport à la spécificité de vos collections aussi, liées aux droits d'auteur, les créateurs, etc. Oui, alors effectivement, je pense qu'on avait deux enjeux, enfin 2 points de vigilance. C'était d'une part le fait que en interne, nous ne disposions pas des compétences nécessaires pour mener à bien ce projet-là et que donc il y avait une forme aussi d'appréhension d'un peu tout le monde vis-à-vis de ce type de processus. Donc d'où l'intérêt d'avoir ce partenariat au long cours aussi avec des partenaires pour lesquels ces typologies de technologies sont tout à fait habituellement utilisées et aussi dans un cadre patrimonial. Donc on a ce compagnonnage avec la Bibliothèque nationale de France et l'École nationale des chartes qui nous permet de nous inscrire dans un écosystème, le mot est galvaudé, mais vous voyez ce que je veux dire, de pairs avec qui on peut échanger sur les tenants et aboutissants de ce qu'on fait. On s'est aussi attaché à bien poser un certain nombre de principes et de jalons dans le travail qu'on tente de développer, c'est-à-dire vraiment se focaliser sur les aspects d'IA au service de la description et de la connaissance des collections et ne pas conduire en parallèle ce qui aurait pu être une option de projet autour de l'IA en tant que proposition au grand public de support de médiation plus immersif ou d'annexe à ce qu'on propose en termes de programmation vis-à-vis du grand public. Donc on a vraiment essayé de borner notre projet à certaines typologies d'usage. Et effectivement, on a des enjeux qui sont partagés par certains de nos collègues autour des droits d'auteur qui sont propres à nos collections, sur la partie contemporaine évidemment, avec une sensibilité aussi sur la partie qui correspond à des collections liées à l'industrie, que ce soit l'industrie de la mode ou le design. Et donc ça a aussi induit un certain nombre de principes dans la conduite du projet, notamment le fait d'avoir une maîtrise totale de la chaîne de traitement des protocoles liés à l'IA, donc le fait que l'inférence et les annotations se déroulent en interne sur des capacités techniques parfaitement sécurisées et que pour l'instant, on est vraiment dans une appréhension d'un projet qui se déroule en interne pour des besoins scientifiques et qui répondent aussi à cette catégorie qui nous permet de conduire ce projet de façon un peu recherche, anticipatif à ce stade. Merci Camille. Édouard et Christopher, pour le projet Icaria, est-ce que vous avez, vous aussi, eu des points de vigilance particuliers, peut-être en termes scientifiques, sur la spécificité des collections abordées et peut-être l'idée de se prémunir de certains biais qu'on pourrait avoir vis-à-vis de ces collections? Et puis, au niveau des technologies de l'IA, pour vous, Christopher, est-ce que ça répond à tous les enjeux que vous souhaitiez démontrer? Est-ce que vous avez d'autres ambitions également dans d'autres projets sur ce terrain? Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue scientifique, je dirais qu'il y a trois défis un peu méthodologiques à avoir en tête. Le premier, c'est la représentativité du corpus. Parce qu'évidemment, quand on travaille à l'échelle statistique, on recherche la représentativité et c'est un peu une utopie, on ne l'atteindra jamais. Comme je le disais tout à l'heure, le fond du bois est relativement limité, 20 000 photographies, ce n'est pas énorme. Heureusement, il y a d'autres collections très riches de photographies anciennes du Japon dans le monde et pour augmenter, non pas atteindre l'exhaustivité, mais augmenter la représentativité du corpus, nous cherchons des partenariats avec des institutions partenaires pour avoir plus de données, en fait, avoir plus d'images dans le fond. Et pour cela, nous comptons sur nos collègues japonais, nos collègues européens, nos collègues américains. Christopher et moi, on a eu l'occasion d'aller au Japon l'année dernière et de commencer à tisser des liens un peu avec des institutions là-bas, des institutions patrimoniales, qui ont des fonds très importants, qui ne sont pas tous ouverts au partage de données, mais certains le sont, et donc ça, c'est formidable. Et on espère pouvoir développer ces partenariats dans les mois qui viennent. Le deuxième enjeu, ce serait, je dirais, l'accessibilité des outils.
parce qu'évidemment, on travaille en France sur un corpus visuel qui vient du Japon et d'une époque lointaine. Et donc, évidemment, on n'est pas les seuls intéressés par ces fonds-là. Et donc, les outils, pour être plus accessibles, quand je dis les outils, je parle de la plateforme en fait, qui va être mise en ligne à l'issue du projet et dont le site que Christopher vous a montré est la version bêta. Cet outil sera traduit en anglais et en japonais pour avoir une accessibilité linguistique la plus importante possible. Et le troisième défi, qui est peut-être le plus important, c'est la nature de l'iconographie. En fait, ces photographies du Japon du 19e siècle sont loin d'être authentiques. En fait. Ce sont des mises en scène pour beaucoup, qui viennent donner forme visuelle à un Japon fantasmé, un Japon féodal qui n'existe plus déjà à l'époque Meiji, puisque l'empereur Meiji, en réalité, modernise le Japon à marche forcée sur le modèle des empires européens. Et donc, les photographies qui sont produites par les studios japonais, les studios commerciaux à cette époque-là, se calquent plutôt sur un imaginaire du Japon, un imaginaire japoniste en fait très européen, très occidental. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit pour ne pas justement renforcer ces biais, pour ne pas les rendre, pour ne pas les naturaliser d'une certaine manière via la plateforme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête au stade du développement, mais qui sera aussi visible et explicite quand les données seront consultées par tout un chacun. Très bien. Et Christopher, du coup, par rebond, comment vous avez mis en place peut-être des parades pour ces biais en question ? Oui, alors en fait pour ces biais, on sait très bien que les modèles ont des biais en interne, donc c'est surtout ce qu'on fait généralement pour contrer ces biais, c'est en fait comment est-ce qu'on va exploiter les données, comment est-ce qu'on va les présenter, donc on met toujours des garde-fous, en fait on n'utilise pas les modèles tels quels, il y a toujours une surcouche, on va dire un surmoi qu'on va mettre sur les modèles pour les empêcher d'exprimer trop fortement leurs biais. Donc ça, c'est la partie qui permet de gérer ces biais. Il y a peut-être pour revenir sur l'accueil de l'IA chez les professionnels dans le domaine de la culture et du patrimoine. Alors, comme dans tous les domaines, il y a toujours la première crainte qui dit bah oui, mais si on remplace, enfin si on introduit l'IA, en fait, je vais perdre mon job, quoi. J'aurai plus rien à faire et tout. Je serai remplacé par une machine. Alors rassurez-vous, en fait, grâce à l'IA, vous allez avoir beaucoup plus de travail. Donc, puisqu'il y aura beaucoup plus de données, vous aurez des nouveaux outils. Donc, en fait, à la limite, vous avez une raison d'être contre l'IA, mais parce que ça va vous donner plus de travail, mais pas vraiment parce que ça va remplacer votre job. Donc ça, c'est notre discours qu'on essaye de faire passer. La deuxième objection, généralement, c'est « mais oui, mais en fait, ces modèles font des erreurs ». Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces erreurs ? Comment est-ce qu'on peut accepter que dans les descriptifs de nos collections, il y ait des erreurs ou pas ? Et là, je dirais, en fait, nous, on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Là, ça va être une question plutôt à vous poser en interne. Comment est-ce que vous pouvez, voilà, s'il y a 5% d'erreurs, comment est-ce que vous pouvez exploiter les 95% de correct et mitiger, c'est-à-dire trouver une parade pour les 5% d'erreurs. Est-ce que ça passe par de la correction systématique ? Est-ce que ça passe par de l'information du public en disant c'est de la donnée qui est générée automatiquement, elle est correcte à 95%, mais il y a 5% d'erreurs. Donc si vous trouvez une erreur, c'est normal, vous êtes tombé sur les 5%. Et là, c'est vraiment, je pense, une appropriation de l'outil, à la fois en interne pour savoir que ça change les méthodes de travail, c'est-à-dire qu'on travaille avec des données qui sont possiblement erronées. Et ça change aussi la communication avec le public, puisque le public était habitué à avoir une communication d'experts, garantie, sans erreur. Et là, la communication change un petit peu, donc il faut changer aussi cet aspect de communication. Merci beaucoup. Alors, il est temps pour nous de passer à vos questions. Voilà. Maxime, est-ce qu'un micro passe ? Ok, merci. Donc nous sommes à votre écoute. Si vous voulez avoir la gentillesse de vous présenter. Bonjour, Laurence Gou, administratrice de la base de données du musée Rodin. Moi, j'avais une question. Aucune des deux institutions n'a parlé de son service informatique ou du personnel. Enfin, si le MAD l'a évoqué, mais en fait, je voulais savoir si ces projets ont été construits
est mis en œuvre avec l'aide de ces services informatiques et quel est en fait leur retour. Et l'autre question par rapport au système informatique, puisque vous avez évoqué les bases de données et les fichiers pivots qui allaient alimenter les bases de données, comment vous travaillez avec les prestataires et est-ce que le ministère va imposer entre guillemets aux prestataires de pouvoir intégrer ce type d'informations développées? Pardon. Alors, on a un souci de son. Donc, si j'essaie de reformuler pour le peu que j'ai entendu, et je suis vraiment désolée, voilà, il y a une spécificité de votre question sur les modèles de données et sur la capacité justement à travailler sur des formats pivots pour pouvoir exploiter ces données. Non, c'était plus... Est-ce que là, c'est mieux ? C'était plus de savoir comment vous aviez impliqué vos services informatiques et s'ils avaient été impliqués et quel est l'enjeu, en fait, comment ça se construit. Et ensuite, c'était de savoir si auprès des prestataires de logiciels, de bases de données que l'on utilise, comment leur faire anticiper cette nécessité d'entrer de nouveaux types de données. Et est-ce que le ministère va appuyer avec... alors, je n'ai pas tout noté, mais vous avez dit qu'il y allait avoir une charte en 2025, va appuyer le fait que des prestataires vont devoir développer certains outils pour intégrer. Et est-ce qu'il faut des outils, enfin, voilà. Sur la première partie de votre question concernant l'implication des équipes informatiques, c'est vraiment, ça a été vraiment un point fondamental parce qu'on se lance là sur des prototypes et que donc il faut évidemment qu'ils puissent aller au bout de leurs tests, mais sans remettre en cause la gestion quotidienne de la charge de service liée notamment à la base de données des collections. Donc, c'est évidemment un projet spécifique en cela qu'il est conduit par une personne dédiée, mais qu'il faut le construire en interaction étroite avec le service informatique et les personnes en charge de la base œuvre pour que cela ne vienne pas percuter le fonctionnement courant du musée. Nous, on s'est interrogé aussi en parallèle de ces petits POC qu'on développait sur des pans de collection, à ce qu'il serait nécessaire de faire pour pouvoir industrialiser ça à l'échelle de l'ensemble de nos 1 400 000 œuvres, pour se donner aussi une trajectoire et essayer de s'affirmer le fait que ce projet est un projet durable et qu'on a vraiment envie qu'il serve durablement à l'institution et au métier de la conservation. Et les implications, évidemment, sont d'abord du point de vue de l'infrastructure informatique et des besoins de rehaussement de cette infrastructure qui sont nécessaires pour accueillir ce type de projet à grande échelle. Alors, en ce qui nous concerne, le musée Guimet est moins avancé que le musée des Arts Décoratifs sur l'intégration du projet dans les infrastructures SI du musée. Tout simplement parce qu'il y a vraiment deux objets distincts pour nous, c'est-à-dire l'enrichissement de la base de données de gestion des collections, pour laquelle il y a déjà des process en fait mis en place et on n'a pas besoin de former qui que ce soit à l'intégration de ces données. Et de l'autre côté, le développement de la plateforme avec Teclia, qui est indépendant à ce stade de nos infrastructures en interne. Ça n'empêche pas qu'à l'avenir, on pourra mener des projets beaucoup plus intégrés, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les seuls sujets de discussion que j'ai avec mes collègues de l'informatique et de la documentation des collections, c'est l'importation des données dans la base Florin et la capacité d'accueil des serveurs, en fait, tout simplement. On reste à un niveau assez basique. Voilà. Mais il faut noter que le projet Icaria est pour nous vraiment un projet pionnier. On espère, au sein de la Villa Guimet, qui est le nouveau centre de recherche du musée Guimet, enrichir encore à l'avenir nos usages de ces nouvelles technologies. Pour la photographie, comme je le disais, c'est plus évident que pour des collections d'objets, mais qui sait, peut-être utiliser l'IA plus tard pour décrire des corpus très importants de statuaires, de tessons archéologiques, de choses comme ça. Voilà. Donc je prends la parole, je me permets pour répondre tant que possible à la question sur la feuille de route du ministère. Elle est vraiment en cours de réflexion, en cours d'écriture. Elle reposera bien sûr sur ce qui est déjà mis en place en tant que standard au niveau bien sûr du ministère. Donc tout le travail sur lequel on capitalise bien sûr depuis des années en termes de référentiel, de structuration de données va bien sûr servir toutes les recommandations qui seront données par le ministère en termes de projets d'intelligence artificielle.
On soutient également le standard 3IF, qui est bien sûr souvent un des prérequis en tout cas des fonds numérisés de façon sérielle pour pouvoir en tirer des bénéfices dans d'autres usages aussi. Ce protocole qui permet de récupérer des images dans une interface de navigation et de recherche sans télécharger les images. Voilà. Donc on est sur des réflexions qui partent de ce principe-là et qui vont s'appuyer également sur le format Lido qui est en train de standardiser, qui se standardise au niveau du ministère, notamment au niveau des données du catalogue collectif Joconde. Voilà. Mais la parole est à vous, si vous avez d'autres questions. Joris Paillaré, je travaille à la bibliothèque de Sciences Po. J'avais une question sur les principaux postes de coût pour le déploiement de ce type d'infrastructure. Donc, au musée des arts décoratifs, donc j'ai compris que c'était hébergé au niveau de l'infrastructure. Voilà, quels sont les principaux postes de coût pour déployer ce type de projet, même à l'échelle d'un POC? Alors, à l'échelle d'un POC, finalement, l'infrastructure technique, elle peut être relativement légère et c'est pas là qu'on va trouver les principaux postes de coût. C'est vraiment plutôt s'associer la compétence qui n'existe pas en interne pour appréhender ces modèles et générer une chaîne de traitement des données. Donc voilà, sur un POC, le principal poste de coût, c'est de la ressource humaine spécifique, spécialiste, dédiée qui va intervenir sur le projet. Ensuite, si on réfléchit à l'échelle du musée et de l'ensemble de ses collections, on va rentrer plutôt dans des besoins d'ordre technique. On a évoqué la question de l'hébergement et de la capacité des serveurs. Il y aura des questionnements autour de la typologie des technologies qu'on fait intervenir et des besoins liés en termes de puissance de GPU, de charte graphique. On a aussi, nous, identifié un enjeu autour de la gestion de nos médias, puisqu'on a évoqué les modèles LLM qui permettent d'appréhender les images pour pouvoir offrir des moteurs de recherche simplifiés. Et on s'est rendu compte que chez nous, en tout cas, la gestion des médias était aujourd'hui faite de manière un peu artisanale et, disons, empiriste et pas du tout optimisée, et qu'il y aura sans doute un besoin technique assez urgent de ce point de vue-là d'avoir un système de management de nos médias. Oui, c'est vrai, je vais tout à fait dans le même sens pour la partie coût. En fait, on est généralement là sur des collections, des traitements de fonds qui ne sont pas du tout importants, volumineux. Quand on parle de 20 000 images, c'est traité en quelques heures, en fait, donc par des modèles pour avoir un moteur de recherche par le contenu. Donc le coût n'est pas du tout sur ni l'infrastructure, ni même le test des modèles, puisqu'ils sont souvent disponibles. Donc le coût est vraiment dans la connaissance de mise en œuvre. Et pour faire les bons choix, c'est-à-dire tester les bons modèles, et la discussion avec les professionnels et les usagers, les gens qui vont utiliser ces services. Et c'est normal puisqu'on est dans une phase exploratoire, donc on est dans une phase où on doit trouver la bonne mise en œuvre. Donc pas tellement de problèmes au niveau matériel, logiciel, mais plus au point de vue organisationnel et surtout dégager du temps chez ces professionnels qui sont déjà surchargés avant même qu'on leur donne encore plus de travail. Y a-t-il d'autres questions? Non. Alors peut-être Christopher, vous pouvez aussi nous expliquer, nous dire s'il y a d'autres technologies de l'IA que vous souhaiteriez explorer à travers ce projet, à travers d'autres projets que vous auriez en tête ou d'autres fonctionnalités que vous verriez utiles pour les processus patrimoniaux. Oui, alors c'est vrai que là, on a présenté deux projets qui sont très orientés iconographie, images. Mais en fait, les projets, quand on présente les technologies d'IA dans le domaine culturel et patrimonial, rapidement arrivent toutes les problématiques d'accès au texte. Alors, depuis assez longtemps déjà, l'IA est un peu mise en avant sur la partie reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut mettre en œuvre sur une écriture standard, c'est-à-dire milieu du 19e siècle jusqu'au 20e siècle, pour quelqu'un qui écrit à peu près bien. En fait, la technologie fonctionne bien, on arrive à extraire le texte et pouvoir faire de la recherche et extraire des métadonnées. Et là, on voit en fait qu'on a deux cas d'usage principaux. On a le cas d'usage du moteur de recherche
qui va être étendu au contenu des images, au contenu textuel, que ce soit imprimé, manuscrit. Donc c'est vraiment avoir un moteur de recherche sur l'intégralité de tous les documents présents, quel que soit leur type, manuscrit, imprimé, iconographique. Donc ça, c'est la partie recherche. Et la deuxième partie, le deuxième cas d'usage sur lequel l'IA peut intervenir, c'est la partie enrichissement de métadonnées, c'est-à-dire description. Et là, ce n'est pas tellement un cas d'usage à destination des publics, c'est plutôt un cas d'usage à destination des conservateurs ou de la documentation. C'est de se dire, je vais pouvoir augmenter ma connaissance de mon fond, avec l'intérêt, par exemple, de créer des expositions, de valoriser le fond, mais c'est un usage plus interne. Et là, l'usage, il a besoin d'être beaucoup plus précis. Donc, on voit aussi une différence assez importante entre ces deux types de projets. Les projets de mise à disposition pour un moteur de recherche, où on peut se permettre d'avoir des erreurs, parce qu'en fait, si vous cherchez des photographies de femmes en kimono, que vous en trouvez 150, c'est très bien. Il y en avait 300, bon, c'est pas très grave, vous en avez déjà trouvé 150. Mais par contre, si vous voulez une description de votre fond et sur les 150 photos qui manquent, vous n'avez pas une description correcte, là, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, les besoins et surtout le niveau de qualité qui est attendu pour de la recherche est beaucoup plus faible que ce qui est attendu pour de l'indexation et de l'extraction d'informations. Et donc, souvent, dans ces projets-là, il y a une validation, en fait. C'est pour ça que je parle de travail supplémentaire pour les professionnels à l'intérieur des musées et des institutions. C'est que cette validation, elle est faite, c'est du travail en plus d'un point de vue archivistique, quoi. Et donc, ça résonne par rapport à l'aspect recherche, justement, de ces deux projets, particulièrement au musée Guimet. Je pense que la dernière phase est particulièrement axée sur cette dominante. Oui, tout à fait. Merci de le soulever. Effectivement, on a parlé jusqu'ici des deux premières phases qui sont celles de traitement matériel des fonds et la deuxième, le développement des outils d'IA et de la mise en ligne de la plateforme. Mais il y a une troisième phase dans le projet qui est une phase de recherche qui va se déployer sur la troisième année, c'est-à-dire à partir de septembre 2025, et qui commence avec l'accueil d'une chercheuse japonaise qui vient de l'université Nihon de Tokyo, qui s'appelle Saki Toriumi et qui est en fait enseignante en histoire de la photographie, qui est vraiment spécialiste de ces questions et qui va nous aider, Teclia et le musée Guimet, à affiner en fait nos outils, nos résultats, nos objectifs en fonction de ce qu'elle considère être des outils utiles, intéressants. Elle nous aidera également à contrôler certaines données et à vérifier que la marge d'erreur n'est pas trop importante. Et je pense également qu'elle pourra nous aider sur l'aspect traduction, parce que évidemment, la traduction, c'est un métier, mais dans des choses très spécifiques qui peuvent concerner le Japon de l'époque de Meiji, ou la photographie, vraiment les procédés photographiques. Elle sera un soutien précieux pour la traduction de certains termes techniques. Donc, elle vient pour 3 mois entre septembre et fin novembre. Mais évidemment, on recherchera le concours d'autres chercheurs, peut-être des chercheurs européens, peut-être. Voilà. Donc ça c'est aussi un aspect qui est en cours de développement, mais c'est un aspect très important pour nous, notamment pour relever ces défis dont j'ai parlé tout à l'heure, et en particulier celui de l'artificialité de l'iconographie, en fait, dont il faut toujours se méfier. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions encore? Ou point du tout? Nous arrivons à la fin de cette conférence. Donc, à part souligner le fait que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'abord d'intelligence humaine, qu'il s'agisse donc des personnels scientifiques comme des personnels qui sont des experts des algorithmes et qui mettent en place de nouvelles façons de travailler. Je crois qu'on a vraiment fait le tour aujourd'hui, grâce à vous trois, de les problématiques actuelles de ces projets innovants et qui nous permettent donc de renouveler un peu nos façons de faire et d'avoir un nouveau regard sur la masse de travail qui nous attend encore. Merci à tous et bonne journée, bon salon. Merci.